Bon, mais Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en vos murs, à la Maison des Sciences Humaines, au nom de la SF Coach. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour faire suite à votre intervention au symposium de la SF Coach du 21 janvier 2020 sur les transformations collectives et vos propos sur l'écart et l'antre qui sont essentiels dans la posture du coach. Nous avons préparé cette interview avec plusieurs coachs qui puisent inspiration dans votre pensée et votre travail. Depuis 14 mois, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment, il y a à peine 8 jours, la parution de votre dernier livre, voilà, dont le titre est évocateur pour nous de bien des choses, ce point obscur d'où tout a basculé. Alors, en quoi, au niveau de notre posture de coach, en relation d'aide et cherchant à faire émerger et à analyser ce point obscur dont vous parlez et qui est essentiel dans les transformations silencieuses, en quoi ce point obscur nous interpelle en tant que coach? Merci de cette occasion. Ce que je cherchais à opérer dans ce petit livre, c'est un déplacement, un décoincement, je préférais dire, mais je vais expliciter après, une décoïncidence, par rapport au terme de l'être. Nous pensons, nous, Européens, dans les termes de l'être. Et donc, quand nous rencontrons une situation, nous nous demandons quand ça a commencé, pourquoi ça a commencé, donc nous cherchons à l'expliquer, et nous cherchons pour avancer dans les difficultés rencontrées, en divisant cette difficulté en bon cartésien. Comme nous dit Descartes dans sa règle de la méthode, diviser en autant de parcelles qu'il faut pour arriver ensuite à résoudre la question rencontrée. Donc nous pensons dans les termes de l'être. Quand je dis ça, ça paraît un peu abstrait. Mais je les précise, ces termes de l'être, question du quand ça a commencé, c'est une question qui est la plus commune, question du pourquoi, question de la division en parties qui sont une fragmentation de la question pour pouvoir résoudre question par question ensuite, ou sous-question par sous-question. Bref, c'est notre champ de pensée, et c'est ce que j'ai voulu, non pas critiquer, mais interroger en essayant de décoïncider de ces termes de l'être, quand, pourquoi, donc l'explication, la division en partie, n'est-ce pas ? Alors, selon ma stratégie, classique, en passant par une autre langue, une autre pensée, celle de la tradition chinoise, donc non pas pour critiquer ces termes dans lesquels nous pensons, mais pour les interroger. Est-ce que quand nous rencontrons, nous avons pensé une situation, est-ce que la question du quand ça a commencé, la question du pourquoi ça a commencé, donc ces questions-là, est-ce qu'elles, qui s'imposent, je dirais, de façon un peu spontanée à nous, est-ce que nous devons rester pris dans ces questions qui peut-être sont relativement plaquées sur la situation? Et c'est pour ça que je propose de réfléchir à ces questions qui sont, qui nous viennent naturellement, comme on dit, naturellement bien sûr, entre guillemets, pour essayer de penser ce point obscur qui est en fait, dans les transformations, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce point obscur dont on ne parvient pas à rendre. Pourquoi obscur? Parce qu'on n'arrive pas à en rendre compte suffisamment en termes de quand, pourquoi, etc. Donc obscur parce qu'il reste obscur par rapport à notre saisie dans les termes de l'être, c'est-à-dire de la détermination, encore une fois, du quand, du pourquoi, etc. Donc si vous voulez, je pense que ça rencontre votre réflexion parce que si j'étais coach, n'est-ce pas, je chercherais à débloquer ce qui coince au sein de l'entreprise, dans la gestion des affaires. Au fond, votre vocation, c'est, quand ça coince, essayer de décoincer cela. Or, la question donc pour moi, c'est est-ce que pour décoincer ce qui coince dans les situations que nous rencontrons, qui sont celles, vous, de la gestion, est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer un peu de vocabulaire, c'est-à-dire changer en fait d'outils théoriques? Et est-ce que la question du quand, du pourquoi, de la causalité, etc., est-ce que ce sont les meilleures questions à poser? Est-ce qu'on peut pas, si on les pose, en poser aussi d'autres, qui permettraient justement de ne pas être dans un seul champ de réflexion, mais de croiser plusieurs possibles de la pensée? Donc c'est par rapport à votre question, votre vocation de coach,
il me semble que la question, nos points de vue se rencontrent, se croisent en tout cas, parce que moi, en tant que philosophe, j'essaie de décoïncider, c'est-à-dire sortir de la coïncidence, disons, de la philosophie, pour essayer d'ouvrir d'autres possibles. Et je pense que c'est aussi votre démarche de coach. C'est-à-dire, face à ce qui, encore une fois, dans une situation coince, donc paraît plus ou moins sans issue, plutôt que de la forcer, essayer de se décoincer, c'est-à-dire d'ouvrir un écart, c'est-à-dire de décoïncider de ce qui est comme ça, se coince, justement par sa coïncidence, j'y reviendrai, pour, disons, trouver une issue. Donc je pense que votre démarche, comme la mienne, sont des démarches qui essaient de trouver un biais pour défaire, je dis ça de façon un peu familière, ce qui coince, ce qui bloque dans une situation. Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui fait que nous nous rencontrons, en tout cas nous nous croisons, parce qu'au fond, si on reste dans les termes qu'on a déjà, on n'opère pas. C'est si on arrive à, par un biais ou par un autre, donc deux biais, si on arrive à, non pas forcer, mais défaire ce qui coince, eh bien on peut peut-être retrouver une possibilité d'avancer. Si vous voyez, mon travail, c'est justement d'essayer de décoincer les termes qui sont bloqués dans la philosophie pour rouvrir des possibles. Et je pense que rouvrir des possibles, c'est aussi votre affaire, n'est-ce pas ? Parce que, si c'est coincé, c'est mort. Donc peut-être qu'on pourra revenir sur cette question de coïncidence et décoïncidence, mais disons, si je parle du point obscur, parce qu'on sait bien que, si je prends des situations toutes simples, quand on a commencé à aimer, je parle dans mon bouquin, ou quand on a commencé à ne plus aimer, donc affection ou désaffection, on veut mettre une date, on veut mettre une cause, ça ne marche pas. Il y a un point obscur, quelque chose qui... Et les romanciers nous le montrent bien. Les mauvais romans, c'est des romans où on dit, voilà, coup de foudre, événement, et puis ça suit. Ça, c'est les mauvais romans, les romans de gare. Mais les vrais romans, si je prends la tradition française ou chez Tolstoï, on voit bien que le romancier, il essaie de voir justement, de suivre de plus près, qu'est-ce qui fait que... Quel est ce cheminement discret qui fait que, ça s'est passé comme ça. Je cite par exemple Moravia pour le mépris. Moravia dit, quand elle a commencé à ne plus l'aimer, ou qu'elle a commencé à le mépriser, le mépris, Moravia nous dit, je ne sais pas quand. Ça s'est fait, mais le point de basculement où ça s'est fait, le quand, le pourquoi, en fait, il m'échappe. Il nous échappe. Donc la question, c'est est-ce que le quand, le pourquoi, la causalité, toutes ces façons traditionnelles chez nous, les plus courantes, de rendre compte des situations, est-ce que ce sont les seuls qui conviennent, ou est-ce qu'on ne peut pas, disons, en introduire d'autres? Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce petit livre. D'accord. Et justement, pour remplacer ces questions, quelles sont les questions que vous nous suggéreriez? Tout à fait. Alors, dire quand me paraît souvent plaqué, abstrait au mauvais sens du terme. Même, je le dis pour la naissance. On vous dit, vous avez une date de naissance, tel jour, à telle heure, etc. Oui, mais ce n'est pas vraiment la naissance. C'est la naissance, c'est la sortie du ventre maternel. Mais disons, quand ma vie a commencé à se mettre en chemin, c'est plutôt... Donc on néglige toute la gestation antérieure, tout le cheminement qui a précédé. Donc on ne voit que l'événementiel. Mais avant l'événement, il y a tout ce qui a précédé de gestation, de mise en train, de mise en route. Alors par exemple, au lieu de parler du quand, donc du début, ou du commencement. Début, il faut entendre en français, c'est le début du jeu de cartes, n'est-ce pas? Premier coup. Hein. Plutôt que de penser dans le premier coup, ou le Big Bang, si vous voulez, pensez ce que j'appelle l'amorce. Entre commencer une conversation ou amorcer une conversation, c'est pas pareil. Quand vous dites commencer, c'est voilà, début, commence, premier coup de dé, début, premier coup de dé, premier dé jeté. Si je dis amorcer, ça fait apparaître le devenir, le transitionnel. Amorce, c'est un beau mot en français. Alors, vous voyez, pour essayer de me débloquer des mots qui sont les mots qui nous sont imposés, les mots de lettres, quand, pourquoi, etc., je prends des mots qui ne sont pas des concepts dans notre langue, des mots plutôt familiers, de la pratique. Amorcer, c'en est un. Simplement, j'essaie de le promouvoir au concept. Et notamment, amorcer me paraît un mot intéressant parce que c'est un mot imagé, que tout le monde comprend. Si j'amorce, se faire mordre. Laisser faire mordre, attirer, bon, ça mord ou ça mord pas? C'est ce qui se passe au début
n'est-ce pas, qui n'est pas le début, qui est avant ce qu'on appelle le début, qui est dans une situation, quel est le petit élément, petit facteur, petit vecteur qui fait que ça va prendre ou pas. Ça va, vous voyez, amorcer est un verbe qui est opératoire et qui est, paraît intéressant parce qu'il laisse entendre tout ce qui a cheminé de gestation progressive et qui n'est pas le début premier du premier coup de dé. Voilà, alors j'essaie donc de mettre en vis-à-vis des grands termes établis de notre pensée, des termes que je prends, donc, qui vont comme ça essayer de défaire ce que ces termes établis de la pensée ont peut-être de trop, justement, sacralisés, ont trop établi et qui, d'une certaine façon, nous échappent. Le pourquoi, c'est pareil, la causalité. La causalité, on pense à un terme de l'être. Alors pourquoi on pense le début ? Parce que le début, c'est du non-être à l'être. Un début, c'est qu'avant, ça n'existait pas, et début, ça existe. Vous voyez, donc c'est un terme de l'être. Hein, on passe du non-être à l'être. C'est un début. Comme si à la naissance, quand je suis né, le jour où je suis né, c'était un début. Mais attendez, avant, il y a du processus, il y a eu de la gestation, ça a cheminé avant que, bon. Je dirais la même chose pour la mort. La mort, on va dire comme une fin ultime. Oui, il y a un événement de la mort, mais ça a été précédé. Comme dit Montaigne, le saut est plus grand de la jeunesse à la vieillesse que de la vieillesse à la mort. Bon, on commence de mourir avant même d'être né. C'est-à-dire que le processus de la mort, il n'est pas seulement terminal, la date, la seconde ou du dernier souffle, il y a quelque chose qui a été en gestation précédemment. En tout cas, vieillir, c'est ça. Alors, par rapport à la causalité, le grand pourquoi, il me semble que la causalité, c'est, disons, notre mode courant de gestion des situations. Pourquoi ? Quelle est la cause ? Donc, on remonte dans la cause. Mais la causalité, si vous voulez, je la trouve relativement plaquée parce que expliquer, c'est considérer que le fait dont je veux rendre compte est un effet et que donc je vais lui chercher des causes précédant cet effet. Or, ces causes, je les prends où ? En dehors de l'effet. La cause est toujours extérieure à l'effet. Donc, je vais remonter à quelque chose qui est, j'ai à expliquer, j'ai à rendre compte de B. Je vais l'expliquer en cherchant un A précédent qui n'est pas B, qui est extérieur à B, et qui doit donc, dont je suppose qu'il est au départ d'une liaison de A à B. C'est extérieur, c'est plaqué. Et d'ailleurs, dans la philosophie même, depuis Hume au XVIIIe siècle, ensuite chez Nietzsche au XIXe, on a interrogé, soupçonné le bien fondé de la causalité. Simplement, tant que je n'ai pas d'autres termes à proposer, je peux critiquer la causalité autant que je veux, ça reste un peu vain, parce qu'on me dira, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est pour ça que j'ai proposé... Mais vous avez un autre terme dans votre livre. Et oui, justement, face à causalité, je propose propension. Ouais. Propension, c'est un terme, là aussi, que je prends dans la langue, disons, un peu marginal, mais ce n'est pas un terme... Mais je pense que c'est un terme très intéressant à penser, parce que propension, justement, il faut l'entendre, propension. Ça va de l'avant, par inclination. Donc il y a quelque chose, une tendance qui est à l'œuvre et qui promeut la situation dans un sens ou dans l'autre, et qui, disons, nous maintient dans le devenir, nous maintient dans une implication, non pas une explication. Une implication, non pas ex, mais in. Il n'y a pas référence à un dehors, invocation d'un dehors dont je ne sais pas très bien rendre compte. Mais il y a donc développement interne, implication. La propension me paraît un terme intéressant. Vous voyez, si on veut penser à un événement, on peut dire quelles sont les causes de l'événement. Et là, ça devient... Bon, je prends la Révolution française. Les causes de la Révolution française. Bon, c'est difficile à déterminer parce que c'est jamais exhaustif. On peut dire le prix du pain, on peut remonter l'absolutisme royal, on peut remonter, la disette au XVIIIe siècle, on peut dire Louis XVI, un roi sans doute très gentil, mais peut-être pas très fait pour être roi, etc., etc. Les causes, je peux en avoir des tas. Et les historiens nous disent, causes économiques, au début du XVIIIe, il y avait une certaine, aisance économique. Et puis, seconde partie du XVIIIe, non, il y a eu, ça aboutit au problème du pain, le pain à Paris et la disette.
Mais on peut remonter politiquement, on peut dire, mais c'est... l'explication que je donnerais politique, ça serait de dire, c'est quand Louis XIV s'installe à Versailles, parce qu'il quitte Paris. La première chose que va faire le peuple de Paris, c'est rappeler le roi de Versailles au Louvre. Bon. Mais pourquoi le roi a-t-il fait ça, Louis XIV ? Parce qu'il réagissait lui-même à la Fronde. Donc on peut remonter dans la causalité sans fin. Moi, je verrais plutôt en termes de propension. Propension, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un problème historique relativement simple, qui est que la classe qui a le pouvoir économique, la bourgeoisie, veut le pouvoir politique. Ça met 3 siècles, du XVIe au XIXe. Donc il y a beaucoup d'événements, on peut chercher des causes à tous ces événements, mais en fait, il y a ce qu'on appelle un auteur que j'ai beaucoup étudié dans la pensée chinoise, Wang Fuzhou, ce qu'il appelle une grande propension. Il y a une propension comme ça. Je dirais aujourd'hui, la montée de la Chine en puissance, c'est une propension. Donc je peux additionner des causes, je dirais, sans fin. Je n'aurais pas pour autant fait le tour de la causalité possible. Alors que penser en termes de propension me paraît, disons, d'emblée être global et faire entendre le cheminement, le devenir, et donc être plus proche de ce que j'appellerais le processuel. Or, je pense que dans votre métier de coach, vous avez constamment à revenir à ce qui est en cours, au processuel, n'est-ce pas ? Et il me semble donc qu'il y a intérêt à apporter un autre vocabulaire qui ne soit pas les termes de l'être et qui puisse rendre compte de l'implication, du devenir, de l'avènement, de ce qui est ce qu'on appelle le processus des choses. Je pourrais être sans fin là-dessus. Donc il faut que vous m'interrompiez parce que sinon j'en ai pour 3 heures à justifier un des termes. Moi-même, il y a plein de termes voilà, que vous réutilisez ou que vous transformez, je dirais, liés à notre culture gréco-latine et que vous transformez, je dirais, dans une culture peut-être plus J'aimerais les éclairer. chinoise. Bon, moi, ma stratégie, c'est de passer par la Chine, mais ça, c'est mon affaire à moi. D'accord. Mais en tant que philosophe, c'est de me dire... L'autre côté de la bascule, l'autre côté des points obscurs. Et disons, c'est faire en sorte que nous ne restions pas prisonniers des termes dans lesquels nous avons l'habitude de penser. Et je pense que c'est votre vocation de coach. Ouais, tout à fait. Parce que si la situation est envisagée dans les termes dans lesquels déjà on l'envisage, ben ça ne bouge plus. Donc il faut bien, si vous voulez, ouvrir un écart. On dit souvent pas de côté, c'est trop familier à mon sens, mais ouvrir un écart. Alors moi, cet écart, je l'ouvre dans notre langue, par le biais d'une autre langue, le chinois classique. Mais je crois que c'est votre démarche et la mienne se recoupe à cet égard, c'est que vous ne pouvez, si vous voulez, vous sortir de ce qu'il y a de bloqué dans une situation de gestion ou de réflexion, pour vous comme pour moi, qu'en ouvrant un écart qui, disons, ouvre de nouveaux possibles. Et donc, j'essaie dans ce petit livre notamment, de proposer un autre vocabulaire qui n'est pas en chinois, qui est en français. C'est-à-dire dans les termes de français, mais de français qui est familier, d'expérience, comme amorcer, comme, disons, propension, pour les porter au concept. C'est-à-dire en faire des outils. Pas seulement des termes comme ça, non, des outils, ça des outils. Et un concept, c'est pas une notion, c'est pas une idée, c'est pas une orientation, c'est une notion, mais qui sert d'outil, avec laquelle on peut travailler, comme un marteau pour taper. Donc les concepts, c'est des outils. Donc j'essaie de promouvoir ces termes à titre de concept, pour se faire des outils, notamment dans les mains des coachs, pour justement, au lieu d'être comme ça, affronter désespérément à la question du quand, du pourquoi, etc., qui souvent n'ont pas prise, eh bien, avoir d'autres termes à titre de concept qui permettent de rendre compte de façon peut-être plus effective du devenir des processus, process comme on dit dans votre langue, et qui donnent donc, au moins qui nous permettent de ne pas rester immobilisés dans les termes dans lesquels déjà on a pensé, qui permettent donc d'ouvrir notre vocabulaire théorique, notre outillage conceptuel, comme on dit familièrement la boîte à outils, ouvrir cela pour faire entrer d'autres possibilités. Donc non plus rendre compte seulement en termes d'explication, mais rendre compte en termes d'implication, non plus seulement dans le passage d'une non-être à l'être. Donc
la naissance, etc., mais en termes d'avènement, de processualité, voilà qui me permet de remettre du jeu. Et c'est en remettant du jeu comme ça, théorique, qu'on peut se décoincer de ce qui coince. Alors justement, pour revenir sur ce concept de décoïncidence sur lequel vous travaillez et pour lequel vous avez créé une association qui vise à fissurer, je reprends vos termes, les blocages idéologiques et rouvrir des possibles, y compris en politique, tant en France qu'en Europe. Et c'est un concept qui est très riche pour nous aussi, coach, en ce qui concerne notre travail de différenciation, séparation, distanciation, voire de dissidence, et on pourrait en citer d'autres. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à notre métier? Si décoïncider, c'est rouvrir le champ des possibles, comment pouvons-nous le mener au mieux? Merci de cette question. Alors, je vais dire d'abord en quelques mots ce que j'entends par coïncidence, pour comprendre ensuite comment défaire cette coïncidence et, comme vous l'avez dit, rouvrir des possibles. La coïncidence, c'est quoi? Il faut prendre le mot en français. Le sens premier de coïncidence, ça vient de la géométrie, c'est quand deux surfaces ou deux lignes se recoupent complètement, sont en parfaite adéquation. On pourrait se dire, c'est parfait, c'est adéquat, ça marche, ça roule. Non, justement. Quand les choses entrent en parfaite adéquation, qu'on dit, c'est positif, c'est pas, c'est mort. Il n'y a plus de jeu. Ça ne travaille plus. C'est pas. Donc, il y a à penser ce que la coïncidence signifie, la coïncidence, n'est-ce pas, d'adéquation qui devient stérile. Parce que, ça ne travaille plus. On dit c'est parfait, mais c'est comme, je prends une image au départ, n'est-ce pas, le paradis terrestre, au début de la Bible, n'est-ce pas. Alors, ce n'est pas la première page, c'est la page d'après, mais c'est le début effectif de la Bible. Quand ils sont Adam et Ève au paradis, je dirais ça coïncide, n'est-ce pas? Ouais, mais rien ne se passe. Il faut donc bien qu'ils mangent la pomme pour que quelque chose, fissure cette béatitude du paradis, de l'Éden, et, engage du processus, au point que Adam et Ève se découvrent nus, commencent à avoir conscience, connaissent l'exil, et commencent à avoir une histoire. Avant, ils n'ont pas d'histoire, ils sont béatement, sans doute, dans cet Éden, mais rien ne se passe, rien n'arrive, ça ne produit rien. Donc, si vous voulez, alors, soyons concrets par rapport à la situation d'aujourd'hui. Vous voyez, ce qui m'inquiète, c'est les mots qui deviennent coïncidents. Par exemple, la résilience. Maintenant, tout le monde a ça à la bouche. Notre président, tout le monde. C'est pas, je sors dans l'entretien, on commence par ça, résilience. Je dis, mais voyez, c'est un mot qui a une justification de départ, mais dès lors qu'il devient coïncident, c'est-à-dire qu'il est pour toute situation, dans une sorte d'adéquation de principe, c'est un mot qui n'est plus réfléchi. Et c'est ça le danger. C'est que la coïncidence, quand elle devient collective, ça devient de l'idéologie. Et donc, c'est de l'idéologie. Maintenant, quoi qu'il arrive, on dit, résilience. Bon. Voyez l'écologie, subit le même sort. L'écologie, évidemment, c'est une bonne chose dans son principe. Qui ne veut pas protéger la planète? Simplement, les thèmes écologiques sont devenus tellement coïncidents aujourd'hui, d'une sorte d'adéquation comme ça, convenue, qui n'est plus interrogée, qui n'est même plus réfléchie, que ces termes, au fond, au lieu de promouvoir la pensée et l'engagement, notamment politique, sont des termes qui sont devenus des termes tellement convenus qu'on ne les réfléchit plus, qui sont dans une sorte d'adéquation béate, n'est-ce pas, et qui les rend stériles, ou encore sous lesquels les intérêts privés particuliers cheminent à l'abri d'une sorte de coïncidence, de béatitude idéologique convenue. Donc il faut dénoncer ne sert à rien. Il faut, je crois, fissurer. Fissurer ces grandes coïncidences idéologiques. Vous voyez, aujourd'hui, j'en citais quelques-unes. Résilience, c'est un mot qui est devenu coïncident. Les thèmes écologiques également. C'est-à-dire que je ne vais pas les critiquer, mais je m'inquiète de ce que... Alors, les médias sont comme les grands responsables, parce qu'ils sont dans le ressassement continu, n'est-ce pas? De ce qu'on nous impose des coïncidences idéologiques, c'est-à-dire des motifs idéologiques convenus, qui ne sont plus réfléchis, plus interrogés, qui sont considérés comme absolument positifs, n'est-ce pas? Comme si c'était d'avance adéquat. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils recouvrent l'expérience
et ils sont... voilà, ils nous empêchent d'avoir effectivement un engagement. Donc, j'ai pris un thème dans mon petit bouquin, Politique des coïncidences, par exemple, les vacances. Voilà quelque chose qui est coïncident en France, je dirais, surtout en France. C'est-à-dire, les vacances, ça ne touche pas, c'est bien, c'est béat, etc. Bon, ben moi, je sais que tous les gens que je fréquente, au mois de mai, ils s'ennuient. Parce que de pont en pont, on ne sait plus ce qu'est les vacances. Les vacances, c'est bien, parce que les vacances, justement, c'est une décoïncidence. Les vacances, c'est que, justement, je décoïncide de la coïncidence du travail et de la routine du travail, etc. Mais si les vacances, c'est un thème idéologiquement coïncident, je ne suis plus sûr que ce soit pertinent. Je cite aussi, par exemple, ce qui est en France, ce qui m'afflige un peu, c'est cette sorte de dénonciation de principe de tout ce qui serait élitiste. N'est-ce pas? Comme si c'était d'emblée suspect. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas un mot qui est une sorte de faux égalitarisme sous prétexte d'éviter l'élitisme, qui en fait nous fait souvent perdre le sens de la qualité de l'exigence. Donc, si vous voulez, le concept de décoïncidence a cette fonction de décoincer ce qui est devenu du conformisme idéologique et qui s'endort dans sa coïncidence idéologique qui, devenant collective, eh bien, semble, disons, acceptée par tous, n'est plus réfléchie et crée ce que j'appelle de l'obédience. Pire que l'obéissance, c'est l'obédience, c'est-à-dire on est, disons, rendu passif à l'égard de thèmes idéologiques constamment ressassés, apparemment safe, n'est-ce pas, apparemment parfaitement adéquats, mais qui s'endorment dans leur positivité, comme Adam et Ève s'endormaient dans l'Éden du paradis, et ce qui n'a été modifié que quand Ève a eu la bonne idée de manger une pomme. Et parce que là, l'histoire a commencé. Je veux dire, il s'est passé, dramatique peut-être, mais au moins, ils sont devenus des sujets. Ils ont commencé à avoir une histoire. L'exil a été le début de... Bon, voilà. Donc, je crains, si vous voulez, et je crains ça parce que la France s'enlise dans ces grandes coïncidences idéologiques. S'enlise. Dans nos métiers de coach, notre métier de coach, quelles sont les principales coïncidences sur lesquelles il nous faut être vigilants? Alors bon, ça c'est votre champ d'action, c'est pas le mien. Je ne veux pas me risquer dans des terrains qui seraient trop, non pas trop dangereux, mais disons où ma compétence deviendrait nulle. Mais disons, je trouve qu'il y a des thèmes ambiants, les ressources humaines par exemple. Bon, vous êtes dedans, n'est-ce pas? C'est un terme qu'on pourrait interroger. Parce que c'est un terme qui apparemment est totalement adéquat. Rien à dire. C'est un terme, je dirais, béat. Et en fait, est-il suffisant? N'est-il pas inquiété? Je me pose la question. Alors, je ne suis pas dans votre champ d'action, donc je ne peux pas je peux davantage parler de thèmes politiques ou de thèmes philosophiques, mais disons, je pense que disons, il y a des mots d'ordre comme ça dans le coaching qui sont tellement mots d'ordre assimilés, secrétant tellement d'obédience qui n'est plus réfléchie, que ça peut être peut-être des points de coincement, n'est-ce pas? Alors c'est à vous de me proposer des exemples, mais disons, je pense que toute pratique est menacée de verser dans des coïncidences idéologiques, c'est-à-dire des grands thèmes admis par tous, assimilés, considérés comme d'emblée adéquats, et qui donc ne sont plus sujets à réflexion, à interrogation. C'est ça qui me paraît dommage. J'ai pris les vacances. Bon, évidemment, tout le monde va dire vacances, c'est bien. Oui, il faut voir de plus près. Les vacances, c'est bien quand c'est des vacances, c'est-à-dire quand ça nous fait sortir de la routine du travail, que ça nous permet de nous reposer, etc. Mais quand ça devient comme au mois de mai, où il y a pont sur pont et qu'on ne sait plus comment on peut travailler, je ne suis pas sûr s'il ne faut pas interroger ça. Il faut peut-être interroger ça, se dire, mais au fond, est-ce que les vacances ne perdent pas leur validité de vacances à se perpétuer? Je cite dans mon livre, par exemple, qu'on appelle les professeurs de lycée des profs. C'est devenu usuel, la radio, tout le monde fait ça. Et après, on se plaint que l'enseignement secondaire ait du mal à trouver des vocations de professeurs et que c'est un métier si difficile.
Mais je crois que si on disait, on dit pas des maîtres pour les médecins, on dit pas des avocats pour les avocats, on pourrait dire les professeurs pour les professeurs de lycée. Vous voyez, décoïncider, c'est ça. C'est de pointer ce qui devient une sorte de coïncidence du discours, comme si on dit les profs. Ben non. Si on veut que les professeurs de lycée soient respectés, on devrait commencer par dire leur titre de professeur. Ça paraît minimal, mais ça me paraît essentiel. Parce que, si vous voulez, c'est justement, c'est pas de dénoncer les grandes affaires comme ça sur lesquelles on n'a pas prise. C'est de se demander s'il n'y a pas constamment à fêler ce qui s'organise de coïncidences qui s'imposent à nous, parce que collectivement, parce que relayé par les médias, qui s'imposent progressivement à nous et qui bloquent les possibles. C'est pour ça que pour donner des exemples dans notre métier, dont on entend de temps en temps les dérives, est-ce que le développement personnel, est-ce que la quête du bonheur sont des coïncidences ? Ah oui, c'est le pire. Là, vous mettez le doigt sur là où ça fait le plus mal. C'est-à-dire, je savais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le développement personnel, vous voyez, c'est vraiment une notion qui est devenue coïncidente et, disons, empêche la réflexion, empêche le travail de la pensée. Alors, il faut remonter dans cette affaire, et je m'en occupe parce que, justement, je pense que si vous allez à la librairie, même là, tout près d'ici, boulevard Raspail, chez Gallimard, bon, on pense bonne librairie, quand vous entrez, vous avez ça. Vous allez à la Procure, à côté, vous avez ça d'abord, n'est-ce pas ? Vous avez donc des monceaux de tables, plutôt de livres sur des tables, qui sont rien, n'est-ce pas ? Avant que vous entriez à la Procure, vous aviez à droite une salle philosophie. Maintenant, c'est une salle développement personnel. Bon. Vous allez à la librairie, vous avez des rayons développement personnel. On a réduit les rayons philo et on a ouvert des rayons développement personnel qui n'ont même pas d'auteur d'ailleurs, parce qu'on dit tous la même chose, donc bon. C'est plutôt classé par thème, tout ce qui est de l'ordre de... Alors pourquoi ? Il faut s'interroger là-dessus. Au fond, il se trouve que la philosophie européenne, d'abord grecque, a fait le choix de la connaissance. Dans Platon, vous savez, dans le Tête, on demande à Socrate qu'est-ce que la Sophia ? Il répond, c'est épistémé. De sagesse, il passe à épistémé, connaissance, savoir. Et donc, la philosophie grecque nous a fait perdre un peu la question du vivre. Et traditionnellement en Europe, c'est le religieux qui a assumé la question du vivre. Pensez à l'évangile de Jean, je suis la voie, la vérité, la vie, n'est-ce pas ? Alors maintenant, il y a un retrait du religieux. Et donc, la question du vivre se trouve un peu en suspens, se trouve un peu en friche, laissée en friche. Et donc, il y a un marché qui s'est ouvert, je dis bien un marché, parce que c'est commercial, du développement personnel, qui fait des livres qui ne sont pas des livres, des pensées un peu niaises, il faut le dire quand même, de sous-stoïcisme, de sous-épicurisme, sans concept, sans question, on vous vend du bonheur. Il y a un livre qui revient tous les 2 ans, n'est-ce pas ? Je ne vais pas citer les auteurs, ils sont 3. Vous voyez ce que c'est, n'est-ce pas ? On trouve ça en achetant son journal, on trouve ça sur le comptoir. Alors ça se vend à des millions d'exemplaires, mais c'est nul, n'est-ce pas ? Et à un moment, il faut sortir de ça, il faut fêler ces coïncidences de bêtises pour remettre de la pensée, c'est-à-dire de l'exigence. Donc les dons personnels, si vous voulez, pour moi, ça me paraît vraiment le fameux DP, ça me paraît une coïncidence idéologique, donc qui n'est pas réfléchie, qui se présente dans une béatitude d'adéquation qui n'est plus soupçonnée et qui nous amène à, disons, une incapacité de réfléchir que je trouve à dénoncer. Donc voilà, typiquement, le développement personnel, c'est une coïncidence idéologique qui fait des ravages, portée par le marché, portée par une sorte d'adhésion facile. On pense que c'est bien, le développement personnel, c'est pas de mal en tout cas, donc c'est plutôt bon, n'est-ce pas ? Et ça, disons, bloque la réflexion effective par une sorte de béatitude, disons, de Camelot, n'est-ce pas ? Bon, je ne l'ai peut-être dit assez sur ce sujet. Vous voyez que ça m'excite un peu parce que je trouve que c'est vrai que même dans les librairies dites bonnes librairies, c'est ce qui encombre à l'entrée et ce qui rend de plus en plus difficile l'accès à la pensée. Parce que c'est une sorte de marché du bonheur, à moindre prix, sans réflexion. On dit tous des banalités, n'est-ce pas ? Ça nuit à la capacité que nous avons effectivement d'assumer notre expérience, de la réfléchir
et donc de la promouvoir. C'est ça qui est important. C'est typiquement, si vous voulez, ce qui s'impose à nous de bêtises, que les médias ressassent. Vous voyez, on a sorti il y a 2 ans, j'ai vu 2 ans, 3 ans, un prix du livre qui fait du bien. Ça, c'est une bêtise monstrueuse. Un bon livre fait du bien, un bon roman, un bon livre de philo, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est que se faire du bien? Vous voyez, c'est devenu cliché, c'est devenu une sorte de motif idéologique qui devient, disons, de la bêtise. Alors, je vous propose de vous... Les livres ne font pas de bien. Ouais. Ils font autre chose, j'espère, réfléchir. D'accord. Je vais vous ramener à un concept que vous aimez bien, qui est l'intime. Voilà. Cet intime, il est peu habituel dans notre métier, voilà, qui ne s'autorise pas à aller trop à ce niveau-là, au risque d'être dans la psychothérapie. Voilà. En quoi est-il quand même pertinent pour nous, coachs, aujourd'hui? Voilà. Nous parlons le plus souvent d'intériorité, d'identité, de sécurité ontologique, je ne suis pas sûr que vous aimiez bien ce terme, voilà, voire de coaching existentiel, qui retrouve aujourd'hui de l'importance pour donner du sens à sa vie et à la vie. Quelles en sont pour vous les différences et les complémentarités? Vous choisissez tout ce qui peut m'énerver aujourd'hui. Hein. Je suis désolé, ce n'était pas le but. Non, parce que si vous voulez... Non, le but. D'abord, l'intime, il faut l'entendre. Pourquoi je tiens à ce mot? C'est un beau mot de la langue française, riche en ressources, puisque intime signifie le plus profond de moi. Justement, en amont de ce que je peux expliquer, si je dis ma conviction intime, mon intime sentiment, ça veut dire que je ne peux pas expliquer, justement, c'est en amont de l'explication. Mais c'est à quoi je tiens le plus, c'est le fond du fond. Donc ça dit, l'intime dit le plus en amont de moi-même, le fond sans fond de moi-même. Et en même temps, je peux dire nous sommes intimes. Donc à la fois ce terme dit le plus profond de moi, et en même temps dit la relation à l'autre. C'est-à-dire le partage. Nous sommes intimes. C'est un mot que j'ai crédité ainsi face à amour, parce que l'amour, si je t'aime, tu m'aimes pas, c'est banal. Puis je t'aime, je te fais de toi un objet quand même. Je t'aime, complètement d'objet. Je dis nous sommes intimes. Si nous sommes intimes, on ne sait pas à qui c'est dû. Autant l'amour est, je dirais, un peu bavard, déclaration amoureuse, autant l'intime ne se dit pas. Et quand l'intime est advenu, on n'a plus besoin de le dire, n'est-ce pas? C'est là, c'est une connivence qui est, ancrée dans notre existence. Donc c'est un mot que je trouve beau parce qu'il relie le plus intérieur de moi et le partage avec l'autre. C'est ça qui fait sa richesse de ce mot. Alors, il faut l'entendre en français, c'est un beau mot parce qu'on a 3 termes. Dedans, intus en latin. Dedans. Et puis, le mot que vous avez avancé, intérieur plus dedans. Et puis, donc c'est un comparatif. Et puis un mot qui est celui, le superlatif de dedans, qui est intimus. Donc intime, c'est le superlatif de dedans. Il y a donc dedans, plus dedans, intérieur, le plus dedans, intime. Donc l'intime, c'est au-delà de l'intériorité. Alors, j'ai souvent cité un penseur qui a promu ce terme, qui est un terme donc latin, c'est pas grec. Je crois que les Grecs n'ont pas pensé à l'intime. Qui est Augustin quand il dit, quand parlant de Dieu, c'est-à-dire l'autre, il appelle Dieu parce que c'est son contexte intellectuel, quand il dit Dieu est plus intérieur que mon intime. Donc intime, c'est déjà un superlatif, et Augustin construit un comparatif sur le superlatif. Vous voyez, comme il va au fond du fond du fond. Et le fond du fond du fond de moi, c'est l'autre. C'est pour ça que les 2 sens d'intime peuvent se relier, c'est qu'au fond de moi, si vous faites l'expérience maintenant, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous trouvez? C'est pas l'intériorité, c'est trop court. C'est justement, dans cet intime le plus profond de moi, c'est de l'autre. On l'appelle Dieu comme on veut, n'est-ce pas? C'est pas, mais disons, et c'est ça qui me paraît important. Donc, si vous voulez, l'intime me paraît un mot précieux parce qu'il relie foncièrement le plus dedans de moi et mon rapport à l'autre. Rapport de partage. Parce qu'être intime avec quelqu'un, c'est partager. Donc, c'est un mot qui me paraît précieux. Et nous avons tous connu, enfin, je le souhaite à tout le monde en tout cas, ce passage dans l'intime. C'est très simple, un geste intime. Et au sens érotique, la pénétration intime. N'est-ce pas? Et disons, cette expérience où, quand on est avec
quelqu'un qui viendra par exemple pour moi sa compagne, n'est-ce pas, mettre la main sur l'épaule, avant même de dire un je t'aime ou je ne sais quoi de ce type-là, mettre la main sur l'épaule ou bon, un geste approchant la caresse, c'est un geste intime et qui engage la relation et engage un partage qui va venir. Donc, si vous voulez, tous les romans, les bons romans, ont décrit ça, n'est-ce pas ? Et la connivence aussi, parce que si j'ose avancer la main, c'est parce que je pressens que l'autre est d'accord, connivant, n'est-ce pas ? Donc, il y a quelque chose d'intime qui se fait, souvent le geste est avant la parole, et là, quelque chose que, dans toutes nos expériences. Et dans Tchekhov, il y a plusieurs nouvelles, parce que Tchekhov, c'est une pensée un peu triste, mais belle, des gens qui se retrouvent un peu à la fin de leur vie et qui n'ont pas osé l'intime. Il faut oser l'intime. Dans Stendhal, vous avez justement des situations où le personnage, Julien Sorel ou Lucien Leven, ose l'intime. D'abord, c'est le geste, n'est-ce pas ? Prendre la main. Et je crois que c'est de toute expérience, là. Hein. Je ne suis pas dans une abstraction philosophique, disons, absconse. Et en même temps, il faut penser ça. Et je crois que le mot intime met le mot, justement, sur la chose, l'expérience, le fait. Et alors que l'amour est un terme très, très équivoque, entre l'amour disons, l'amour de possession, éros, disent les Grecs, ou l'amour de sacrifice, de don de soi, agapé, disent les Grecs. Il y a vraiment un grand écart, plus qu'un écart, un abîme, si vous voulez. Donc, intime, et donc je pense qu'effectivement, il faut penser l'intime et un mot qui va avec, la connivence, y compris dans l'entreprise. Je pense que nous sommes des êtres, je tiens à ce mot de connivence qui va avec l'intime, nous sommes des êtres connivants, connaissants. Nous tous, n'est-ce pas ? Quand je sors de chez moi, je deviens connaissant. Et puis si je fais cours, si, etc. Mais quand je rentre chez moi, quand je retrouve, disons, ma compagne, je suis connivant. Il faut entendre connivant en français. La connivence, c'est l'entendre par plissement des yeux. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas du discours, ce n'est pas de la déclaration. Et je pense que nous sommes en entreprise, il y a toute une part de connivence qu'il faudrait penser. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait qu'on s'entend entre nous ? Ce n'est pas seulement parce qu'on se dit des choses et des déclarations, c'est aussi parce qu'il y a de la connivence, ou pas. Hein. Mais donc, il faut, disons, là aussi, enrichir son vocabulaire. J'ai parlé de l'amorce, j'ai parlé de la propension. Je crois qu'il faudrait aussi l'enrichir avec la connivence, avec l'intime. L'intime, ce n'est pas seulement de l'intériorité, c'est plus que l'intériorité, c'est plus au fond que l'intériorité, et parce que c'est plus au fond que l'intériorité, c'est le partage. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut, contre les grandes coïncidences de vocabulaire et ensuite idéologiques qui s'imposent à nous, développer nos ressources en termes, en notions qui deviennent des outils, donc en concepts, pour redéployer notre expérience. Et je pense que la vocation des coachs, c'est de faire ça. C'est pas de dire la vérité, c'est pas de montrer le chemin. Ça, c'est des postures qui sont des postures, disons, messianiques, qui sont plutôt douteuses. Mais je pense que si les coachs ont une vocation, c'est de faire entrer un vocabulaire, donc un outillage théorique un peu décalé, ouvrir de l'écart par rapport aux termes qui sont les termes, disons, d'emblée imposés, parce que, disons, qu'ils ne sont plus interrogés, pour ce que j'appelle ouvrir des possibles. Ça coince, il faut décoincer, ouvrir des possibles, c'est-à-dire permettre à la situation à nouveau de cheminer, n'est-ce pas, au lieu d'être bloqué. Alors vous associez souvent l'intime avec un concept qui est plutôt nouveau, qui est l'extime. Concept que Lacan a développé, que Tisseron aujourd'hui continue aussi de développer. Nous, quel sens ça peut avoir, je dirais, cette dialectique indissociable entre intime et extime, voire l'estime de soi? Quel sens ça peut avoir pour nous, coachs, qui sommes, je dirais, qui sommes dans des métiers faits de réflexivité, d'altérité, d'ouverture, de quête de sens, d'infini de soi, et donc de nous amener à aussi associer cette extime avec notre intime. Alors, quête de sens, il faut que j'y revienne, si vous permettez. Mais d'abord, l'extime. Alors, oui, chez Lacan, ce n'est pas du tout dialectique, intime et extime. Moi, je dialectise les deux. Mais disons, chez Lacan, je ne vais pas rentrer dans Lacan maintenant. Badiou aussi l'a emprunté. Non, moi, j'entends extime
par rapport à intime, ce que ne fait pas Lacan. Simplement parce que les deux préfixes s'opposent, in, ex, n'est-ce pas, comme implication, explication. Et si vous voulez, le risque de l'intime, c'est que ce soit un enfermement à deux. Enfin, à deux si c'est l'intime avec une autre personne. Donc, il y a une sorte de clôture du dedans. Tout le monde le vit dans sa vie, disons, affective ou dans son existence, qui est que si vous êtes intime avec quelqu'un, il y a un risque de perte de distance avec cette personne. Et donc que la rencontre devienne une relation qui devient une relation habituelle, usée. Hein. Toute vie de couple connaît ça. Je ne fantasme pas, là, n'est-ce pas ? Le fait que l'intime dessine un dedans du partage, mais ce dedans du partage peut s'endormir et s'user. Et donc le grand risque, c'est que la rencontre, c'est du dehors. Quelqu'un qui émerge dans l'horizon de notre expérience. Mais que la rencontre, si vous voulez, progressivement devient une relation, disons, familière, où la rencontre ne se fasse plus, puisque c'est plus l'autre. C'est l'autre assimilé, c'est l'autre rendu reflet de moi-même. Quelle perte! Toute personne qui a vécu, le mot couple est un peu étroit, mais disons, en rapport de partage avec une autre personne, connaît ça. Donc il faut, je crois, remettre du dehors dans ce dedans, mettre de l'extime dans l'intime, c'est-à-dire remettre de l'extériorité. C'est-à-dire, au lieu de s'habituer à l'autre, de l'assimiler à soi, et que l'autre ait perdu sa qualité d'autre, il faut, je crois, alors ce il faut est éthique, hein, c'est pas un il faut de... C'est éthique, c'est une exigence de rouvrir un écart, qui est l'écart du désir, qui est l'écart de la rencontre, pour, disons, que rencontre se fasse à nouveau, au lieu que la rencontre s'endorme en relation. Moi, vous savez, si vous voulez que je parle d'expérience une seconde, c'est pas mon genre. Hein, vous savez, pour moi, un philosophe ne se raconte pas, mais disons, on peut très bien vivre avec quelqu'un, de façon très intime, en n'ayant pas la même adresse. C'est-à-dire, ce qui fait que le soir, on ouvre la porte à l'autre, en l'accueillant, parce que j'ai évoqué dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, mais disons, ce qui fait qu'il y a rencontre tous les jours. Parce que, au lieu que le matin, on se retrouve avec l'autre déjà, je dirais, nez à nez ou face à face, toujours à la même place, table du petit déjeuner, on peut choisir justement de ne pas pouvoir habiter ensemble un moment, mais ne pas être contraint à avoir la même adresse, pour justement pouvoir qu'il y ait de l'écart, de l'antre, et donc du désir qui puisse rester actif, et qui fasse que, effectivement, le soir, quand j'ouvre la porte, j'accueille l'autre. Oui, c'est très simple. Simplement, Montaigne dit, oui, le mariage, il faut prendre ça à secousse, n'est-ce pas ? Il faut secouer le mariage pour que, de nouveau, il se passe quelque chose. Mais je trouve que c'est pas pensé suffisamment, c'est pas réfléchi. Mais disons, penser une vie de ce qu'on appelle, j'aime pas le mot couple, mais disons, cette relation, si vous voulez, privilégiée, intime. Penser que c'est pas forcément d'habiter ensemble qui fait qu'on est intime, et qu'on peut choisir d'habiter à proximité, s'héberger l'un l'autre, sans que ce soit tous les soirs nécessairement parce que c'est obligé, peut redonner cette dimension d'extériorité qui ravive l'intime, au lieu de les laisser se figer. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est très clair. Je crois il faut oser. Si vous voulez, la philosophie, je crois qu'il y a une exigence, c'est oser. Oser de parler de ce qui est en jeu, de l'expérience. Alors, moi, je veux quand même, avant de vous redonner la parole, en quelque sorte, question de sens, c'est un terme qui me paraît très coïncident. Je ne sais pas comment dire ça en chinois, vous voyez. Sens, c'est vraiment quelque chose qui est une pensée qui nous vient du religieux européen, mélangeant deux sens, le sens de signification et le sens de fin, finalité, de but. Hein. Sens en français, en allemand, vous avez deux termes. C'est pas même plusieurs termes en allemand. L'allemand est beaucoup plus riche pour cela. Nous, on a un mot français qui s'impose à nous, sens, mais le sens, la rue dans sens unique, ou, disons, le sens d'un texte. C'est un mot très, très équivoque, hein. Pas ambigu, équivoque, c'est-à-dire qu'on pourrait dissocier ces sens divers. Et on dit sens de la vie, ça s'impose à nous, effectivement, aujourd'hui, dans l'idéologie européenne, française en tout cas, comme cela. C'est à interroger.
parce que c'est un religieux qui reste là dans la langue, qui est eschatologique, messianique. Qu'est-ce qu'on attend? Le sens, n'est-ce pas? Comme fin du monde, fin de l'histoire, fin de la vie. Et en même temps, signification, l'herméneutique. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Simplement, ça s'est imposé à nous comme une sorte de notion de base, coïncidente, qui n'est plus réfléchie, et qu'il faut que la philosophie réinterroge, n'est-ce pas? Parce que, moi je vois dans la tradition chinoise, on pense plutôt en termes de cohérence que de sens. Mais dans la tradition grecque, le grand Héraclite pensait justement en termes de cohérence, au point que le sens même échappe. Quand Héraclite dit « Dieu est jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, satiété, faim », il relie les contraires en disant « c'est Dieu ». Mais voyez, est-ce que ça a du sens? Non, c'est la cohérence. C'est pour ça qu'on appelait Héraclite l'obscur, comme le point obscur. Donc je crois que, voyez, tous ces thèmes, il faut les réinterroger. Et je pense que la vocation des coachs, c'est de faire ça dans l'entreprise. C'est donc d'être des philosophes de l'entreprise. C'est-à-dire des personnes qui osent interroger le langage qui s'est imposé dans l'entreprise, qui paraît aller de soi, qui donc est finalement tellement convenu qu'il ne pense plus, pour ouvrir de l'écart, et un écart d'intelligence. Et donc de se méfier, comme de la peste, des termes de développement personnel, existentiel, tout cela, qui est une sorte de pansement qui ne pense rien. Et est-ce qu'il y a une triangulation entre l'intime, l'extime et l'estime de soi? Alors ça, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut... Ce qui porte cette notion-là, c'est celle des coïncidences. Quand une relation devient coïncidente, que l'autre est assimilé, que vous ne le rencontrez plus comme autre, il faut décoïncider, faire décoïncider cette relation, notamment par ce qu'on appelle l'extime. L'extime, donc, fait décoïncider de l'intime qui est devenu un intime qui s'enferme dans sa bulle et qui perd sa qualité d'intime, qui devient la routine de vivre avec l'autre. Alors, je pense qu'il faut... faut l'entendre, il faut éthique. Hein. Il faut décoïncider de soi, décoïncider de la relation avec l'autre. Je pense que vivre, c'est décoïncider. C'est-à-dire, sinon la vie, c'est la reconduction de la vie précédente. Parce que nous ne cessons de vouloir coïncider. Ce qu'on appelle l'entropie. Disons, c'est une sorte d'accord minimal. Et je crois que l'exigence de vivre, c'est pas de répéter, prolonger ce qu'on a déjà vécu, c'est justement décoïncider de ce qu'on a déjà vécu pour réamorcer du possible dans sa vie, rouvrir des possibles dans sa vie. Donc je dirais, c'est vrai par rapport à soi, exister, alors exister, je l'entends, ce ex-sistere. Comme j'ai dit extime tout à l'heure, exister, c'est se tenir hors, c'est ce que dit le latin. Ex-sistere, je me tiens hors. Alors, au départ, dans l'histoire de la pensée européenne, ce sont les créatures, ce terme est médiéval, théologique, ce sont les créatures qui se tiennent hors de Dieu, parce qu'elles sont créatures. Donc Dieu est, et les créatures existent, parce qu'elles se tiennent hors de l'esprit de Dieu, dans le monde. Puis ce terme, on l'a beaucoup travaillé durant toute la pensée classique, puis moderne, et il faut donc le comprendre, le tenir dans son étymologie, se tenir hors. Bien, il faut se tenir hors de soi, se tenir hors de la coïncidence de soi avec soi. Il faut décoïncider de soi. Donc je crois qu'exister, c'est justement, seul l'homme existe, comme on dit familièrement, parce que les autres vivants coïncident avec eux-mêmes, coïncident avec leur milieu, coïncident avec leur mode de vie, se nourrir, etc., etc. Et l'homme a décoïncidé de la nature. Alors maintenant, on s'en inquiète de ça. Mais l'homme a décoïncidé, c'est-à-dire a ouvert un écart avec la nature, et donc a fait émerger des exigences nouvelles. L'homme a osé décoïncider. Alors c'est très simple, quand l'homme avant l'homme, si vous voulez, l'humain d'où il vient, quand on s'est décroché des arbres, n'est-ce pas, nos bras se sont raccourcis, et puis on s'est mis à marcher, on s'est mis à se dresser, on s'est mis à parler, on s'est mis à penser. Autant de décoïncidences avec le naturel, et qui nous ont fait exister, et en même temps risquer, nous aventurer, comme Adam et Ève qui sortent du paradis terrestre. L'exil, c'est ils sont comme ça contraints à exister,
Ils ne sont plus béatement dans le paradis de l'Éden, ils sont mis dehors, chassés du paradis, et donc condamnés à exister, c'est-à-dire à se tenir hors du paradis, hors d'eux-mêmes. Donc, conduits ou contraints à s'aventurer, risquer, oser, etc. Et je pense que l'entreprise doit faire la même chose. Elle doit décoïncider de ce qu'elle est pour se revers du possible, risquer à nouveaux frais, bref, s'aventurer. Sinon, la répétition, il serait bien que, disons, elle se porte plus. Vous voyez, on cite les grandes entreprises qui sont restées dans leur coïncidence. On a souvent cité Kodak, par exemple. Bon, coïncidence, photo, tout ça, ça marchait très bien. Je crois qu'on m'a dit qu'ils avaient une idée du numérique. Seulement, ils ont resté dans leur coïncidence photographique classique. Ils sont morts. Donc, je crois que toute entreprise est dans cette vigilance-là. Et je pense que la vocation des coachs, c'est de rappeler l'entreprise à cette vigilance à l'égard de ces coïncidences qui font qu'elle est sur le promise à la mort. Et donc, réintroduire cette exigence, cette vigilance de décoïncider de ce qu'on est, de ce qu'on fait, pour ouvrir des possibles, risquer, aventurer, mais qui rouvrent de l'avenir.